On va se mettre dans la peau d'un médecin financier. L'idée, apprendre à lire la vraie fiche de santé d'une entreprise. Parce que, on va le voir, il faut aller bien au-delà du simple cours de l'action. Les ratios financiers, ce seront nos outils de diagnostic. C'est parti. Alors, est-ce qu'un cours de l'action qui crève le plafond, c'est forcément le signe d'une entreprise en pleine forme? Eh bien, c'est une idée reçue assez tenace. Mais en réalité, le cours de l'action, c'est juste un symptôme, un seul petit indicateur. Pour poser un vrai diagnostic, il va falloir creuser et bien plus profondément que ça. C'est pour ça qu'on va garder cette métaphore du bilan de santé tout au long de notre analyse. Imaginez, on est les médecins, l'entreprise, c'est notre patient. Et chaque ratio qu'on va regarder, c'est comme une analyse de sang, une mesure de la tension, bref, un outil pour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Allez, on commence l'examen. Toute première question à se poser pour notre patient, est-ce que le prix qu'on lui donne sur le marché est juste? Est-ce que sa valeur affichée est justifiée? Pour répondre à ça, on sort notre première trousse à outils, les ratios de valorisation. Et dans cette trousse, l'outil le plus connu, c'est sans doute le PER, le Price to Earnings Ratio. Pour faire simple, c'est le nombre d'années de bénéfices que le marché est prêt à payer pour acheter l'entreprise aujourd'hui. Par exemple, un PER de 15, ça veut dire qu'on paye l'équivalent de 15 ans de profit. C'est aussi simple que ça. Ok, mais qu'est-ce que ça nous dit ce chiffre? Un PER très élevé, disons au-dessus de 20 ou 25, ça peut vouloir dire deux choses. D'un côté, peut-être que le marché s'emballe un peu et que l'action est surévaluée. De l'autre, ça peut aussi signifier que tout le monde s'attend à une croissance explosive des profits. Et à l'inverse, un PER bas, ça peut être une pépite sous-évaluée ou alors une boîte qui a de sérieux problèmes. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Un PER tout seul, ça ne veut absolument rien dire. C'est un chiffre vide de sens si on ne le met pas en contexte. Il faut absolument le comparer. D'abord, le comparer à ses concurrents, aux autres boîtes du même secteur. Ensuite, le comparer à son propre historique, sur 5, 10 ans. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? C'est ça la question clé. Deuxième outil de valorisation, le PB, ou Price to Book. Là, le calcul est différent. On compare la valeur que le marché donne à l'entreprise, ce qu'on appelle sa capitalisation boursière, avec sa valeur comptable. En gros, la valeur comptable, c'est ce qu'il resterait en poche si l'entreprise vendait tout ce qu'elle possède et remboursait toutes ses dettes. Et pour l'interpréter, c'est assez simple. Si le PB est en dessous de 1, ça veut dire que le marché paye l'entreprise moins que sa valeur sur le papier. Ça peut être un signal super intéressant pour dénicher des opportunités, surtout dans des secteurs avec beaucoup d'actifs physiques, comme les banques. À l'inverse, un PB bien au-dessus de 3, ça montre que le marché a une confiance énorme dans l'avenir de l'entreprise. Bon, on a checké la question du prix. Passons à la deuxième grande étape de notre bilan de santé. La question est simple, est-ce que cette entreprise gagne de l'argent? Et surtout, est-ce qu'elle le fait bien? Est-ce qu'elle est rentable? Pour ça, on change d'outil et on passe au ratio de rentabilité. Et là, il y a un ratio qui est un peu le roi de la catégorie. C'est le ROE, le Return on Equity. C'est un indicateur redoutable. Il nous dit très précisément à quel point la direction de l'entreprise est douée pour transformer l'argent des actionnaires en profit bien réel. On peut vraiment le voir comme le test ultime de l'efficacité du management. Alors, quel est le score à viser? Retenez ce chiffre, 15%. Un ROE qui reste année après année au-dessus de 15%, c'est souvent le signe d'une boîte exceptionnelle. Une entreprise qui a ce qu'on appelle un avantage concurrentiel durable. C'est vraiment une marque d'excellence. Autre outil essentiel dans cette catégorie, la marge nette. C'est tout bête à comprendre. Quand l'entreprise vend pour 100 €, une fois qu'elle a tout payé, les salaires, les fournisseurs, les impôts, tout, combien d'euros de profit pur il lui reste à la fin? C'est un peu le thermomètre qui mesure la rentabilité de chaque vente. Et là, on voit encore une fois à quel point le contexte est absolument tout. Prenez une marge de 4%. Pour une marque de luxe, ce serait une catastrophe industrielle. Mais pour un supermarché, c'est un chiffre tout à fait correct, voire bon. C'est la preuve qu'en analyse financière, si on compare des pommes et des oranges, on fonce droit dans le mur. Troisième et dernière grande partie de notre check-up. On a regardé le prix, on a regardé la rentabilité, maintenant on s'attaque aux fondations. On va vérifier si notre passion, l'entreprise, est bâtie sur du roc ou sur du sable. En clair, est-ce qu'elle est solide ou est-ce qu'elle risque de s'écrouler au premier coup de vent à cause de ses dettes? Pour ça, l'outil de base, c'est le ratio d'endettement, le fameux debt to equity. Il fait une chose très simple, il compare le montant total de la dette de l'entreprise avec le montant de ses fonds propres. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 pour mesurer le niveau de risque financier. Et là aussi, il y a un seuil critique à avoir en tête. Quand ce ratio dépasse 2, c'est-à-dire quand la dette est plus de 2 fois supérieure aux fonds propres, un voyant rouge s'allume. Le risque devient élevé.
En cas de crise, la capacité de l'entreprise à tenir le choc est sérieusement remise en question. Il y a une autre manière très parlante de regarder la dette. C'est le ratio dette nette sur EBITDA. L'EBITDA, pour faire simple, c'est le profit brut de l'entreprise avant les taxes, les intérêts, etc. Ce ratio nous dit donc de façon très concrète combien d'années de profit brut faudrait-il à l'entreprise pour rembourser toute sa dette. C'est un excellent test de sa capacité à générer du cash. Et pour ce ratio, la gêne d'enjeu commence autour de 4. Si une boîte a besoin de plus de 4 ans de ses profits opérationnels juste pour rembourser sa dette, là, oui, la situation devient vraiment préoccupante pour la majorité des analystes. Et pour finir avec la solidité, un petit test de liquidité. Est-ce que l'entreprise peut payer ses factures du mois prochain? Pour ça, il y a le current ratio. Mais il y a un test encore plus exigeant, le quick ratio. Pourquoi quick? Parce qu'il enlève les stocks du calcul. L'idée, c'est que vendre des stocks en urgence, ce n'est pas toujours facile, c'est donc un test de stress beaucoup plus réaliste. Bon, on a vu pas mal d'outils, on arrive maintenant à la synthèse. Et à ce qui peut être le vrai secret d'un bon analyste. Parce que, soyons clairs, calculer un ratio, n'importe quel logiciel peut le faire. Le vrai talent, la vraie valeur ajoutée, c'est de savoir les faire parler ensemble pour dresser un tableau global. Voilà, c'est la règle d'or. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça. On ne regarde jamais un ratio de manière isolée. Un chiffre seul ne raconte jamais toute l'histoire. C'est la combinaison de tous les indicateurs, leur évolution dans le temps et leur comparaison avec le secteur qui permet de se forger une opinion solide. Alors, concrètement, comment on met tout ça en musique? C'est une approche méthodique, presque une checklist. 1. On regarde l'historique sur 5 à 10 ans. 2. On compare avec les concurrents. 3. On identifie les tendances. Est-ce que ça s'améliore ou ça se dégrade? 4. On croise les infos. Est-ce qu'un héros élevé est cohérent avec une faible dette? Et 5. On n'oublie jamais le contexte économique global. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Donc, pour résumer, quels sont les signes vitaux d'un patient en excellente santé? C'est simple. Démarche qui progresse, une machine à cash qui tourne à plein régime, un ROE qui grimpe, un endettement qui baisse et, cerise sur le gâteau, une politique généreuse envers ses actionnaires. Voilà la checklist d'une entreprise qui crée de la valeur, de la vraie. Et voilà, le tour d'horizon est terminé. La trousse à outils du médecin financier est sur la table, prête à l'emploi. La question maintenant n'est plus de savoir comment faire, mais simplement de choisir le premier patient à qui l'on va faire passer un bilan de santé complet.